L'Ukraine a récemment porté un coup sévère à la Russie en éliminant un haut commandant de brigade à Donetsk, fragilisant davantage le commandement du Kremlin. Dans les jours qui ont suivi, un chaos total a éclaté dans toute la région, les Russes semblant de plus en plus désespérés, perdus et confus dans leurs actions. Voici un examen plus approfondi de ce qui s'est passé. Dans un message publié sur Telegram le 11 août, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé avoir mené une frappe réussie sur un poste de commandement russe en première ligne. Sa cible était la 85e brigade de fusiliers motorisés. Les forces de défense ukrainiennes ont continué à détruire les postes de commandement des troupes russes. La dernière cible était le poste de commandement de la 85e brigade de fusiliers motorisés russes dans la région de Donetsk, occupée. D'après des données préliminaires, une frappe de haute précision a éliminé le commandant NEPA et 5 membres de l'état-major. Des informations plus détaillées sur les conséquences de la frappe sont en cours de clarification. Bien que la publication n'ait pas précisé exactement où cela s'est produit, des cartes en direct et généralement précises du conflit l'indiquent. La 85e brigade est stationnée près de Klishchivka, localité abandonnée sous contrôle russe, et juste sur la ligne de front, à une courte distance à l'est de la ville de Konstantinouka, qui serait l'une des prochaines cibles principales des Russes. Éliminer un officier commandant est une grande victoire pour l'Ukraine, car cela peut avoir de multiples répercussions sur les unités restantes. Sans sang-froid ni leadership, les troupes risquent davantage l'erreur ou la précipitation. Les jeunes soldats moins expérimentés prennent souvent le commandement, mais manquent parfois d'autorité et de discernement par rapport à leurs prédécesseurs. Et comme la Russie a déjà perdu tant de soldats et d'officiers à tous les niveaux au cours de cette guerre, elle n'a pas toujours de remplaçants idéaux, prêts à occuper des postes importants laissés vacants. La mort du commandant de brigade survient aussi à un moment critique pour le Kremlin. En effet, en plein milieu de sa grande offensive estivale, le pays mobilise d'énormes troupes et ressources pour cet effort. Lançant des frappes de drones à un niveau record sur les villes et villages ukrainiens, tout en menant des assauts quasi constants sur la ligne de front dans le but de capturer autant de territoire que possible. La Russie n'a toujours pas de résultats concrets malgré ses efforts, continuant de perdre énormément de soldats et d'équipements. Et elle subit toujours les effets des frappes ukrainiennes, soigneusement planifiées et exécutées le long du front et en profondeur sur son territoire. Et elle ne parvient à gagner que de minuscules parcelles de terrain, à un rythme d'escargot dans la plupart des zones. Après avoir peiné à avancer et subi de graves attaques contre leurs chefs et postes de commandement, les forces russes de première ligne semblent sombrer dans le chaos. En particulier dans la région autour de la ville de Donetsk, Pokrovsk, non loin de l'endroit où le commandant de brigade NEPA a été éliminé. Pokrovsk, l'une des plus grandes villes de Donetsk, comptait autrefois plus de 60 000 habitants avant la guerre. C'est une cible vitale que l'Ukraine doit garder et que la Russie veut prendre, car c'est un important nœud de transport régional, avec de nombreuses liaisons routières et ferroviaires traversant Donetsk. L'Ukraine a utilisé ces voies pour acheminer des approvisionnements vers des zones attaquées, comme Konstantinouka et Chassivyar, désormais aux mains des Russes, et appelée la porte d'entrée de Donetsk par les médias russes. La prise de Pokrovsk donnerait aux forces russes une plateforme puissante à fortifier et à utiliser pour lancer de nouvelles attaques dans toute la région, en direction de 2 autres grandes villes qui sont encore sous le contrôle de l'Ukraine pour l'instant, à savoir Kramatorsk et Sloviansk. Contrôler Pokrovsk permettrait aux Russes de perturber la logistique ukrainienne, de restreindre l'acheminement des approvisionnements sur le front Est, et potentiellement de lancer des attaques vers Dnipropetrovsk. C'est pourquoi, depuis plusieurs semaines déjà, la Russie consacre d'importantes ressources à son offensive sur Pokrovsk. Selon Oleksandr Syrski, environ 111 000 soldats sont présents dans la région. Et bien que le Kremlin ait réalisé quelques petits gains en capturant divers villages et localités environnants, il n'a jusqu'à présent pas réussi à submerger les forces ukrainiennes qui défendront la ville elle-même. Mais la pression augmente, et la Russie attaque la ville avec toutes ses forces. Le 11 août, Andriy Kovalev, porte-parole de l'état-major ukrainien, a donné une mise à jour des opérations. Dans le secteur de Pokrovsk, l'ennemi a tenté à 35 reprises de repousser nos unités. L'ennemi utilise sa supériorité numérique et subit de lourdes pertes en personnel. Il essaie de s'infiltrer en petits groupes à travers la première ligne de nos positions. Sur ordre du commandant en chef,
Des forces et moyens supplémentaires ont été mobilisés pour traquer et éliminer les groupes de sabotage ennemis infiltrés derrière la ligne défensive. 35 tentatives, bien plus qu'ailleurs, sur la ligne de front. À titre de comparaison, sur la même période, il n'y a eu que 13 attaques dans la région de Koursk, 6 au sud de Sloboyansk, 6 dans la région de Kupiansk et 4 autour de Siversk. Les preuves montrent que la Russie veut prendre Pokrovsk à tout prix, mais continue d'utiliser cette stratégie étrange d'assaut de petits groupes dispersés, espérant surprendre les Ukrainiens et s'emparer de territoires clés, mais cela échoue. Selon l'état-major général, nos soldats ont éliminé 64 ennemis et blessé 38 dans cette direction. Les occupants ont détruit une unité de matériel automobile, 21 drones, une antenne de communication et une moto. Ils ont également endommagé un canon et 2 motos des envahisseurs. Plus de 100 soldats russes ont été tués ou blessés, avec de nombreux équipements détruits. Malgré tout, le Kremlin envoie toujours plus de soldats mutés à l'abattoir. Souvent, ces soldats ne reçoivent aucun soutien blindé. Depuis, la Russie ne veut plus risquer de perdre ses chars et véhicules blindés, après en avoir déjà perdu des milliers à cause des missiles, mines et drones ukrainiens. Les soldats doivent donc tenter d'infiltrer une ville fortifiée à pied ou en chevauchant des motos et des quads, sans véritable couverture ni protection. Il n'est donc pas surprenant que tant d'entre eux soient éliminés bien avant d'entrer dans la ville. Ceux qui parviennent à entrer doivent recourir à des tactiques de plus en plus étranges pour tenter de survivre. Tout récemment, par exemple, des rapports ont fait état de 2 soldats russes, portant des vêtements civils et se cachant dans une maison du centre-ville de Pokrovsk. Une photo des 2 hommes a circulé dans un groupe ukrainien, avec la légende « Faites attention, ce sont des Russes ». Selon le commandant adjoint ukrainien Ilya Petrina, c'est une tactique de plus en plus courante, a-t-il dit au Télégraphe. Nous avons vu des Russes se changer, quitter leurs vêtements militaires, et même enfiler nos uniformes. Nous retrouvons des vêtements militaires russes, là où ils étaient connus. Petrinas a ajouté que ses troupes ont également intercepté des communications radio russes, et entendu l'ennemi parler d'utiliser des déguisements pour se fondre dans la masse. C'est une stratégie étrange, mais cela montre à quel point le Kremlin est prêt à tout essayer, pour prendre Pokrovsk une bonne fois pour toutes. Après avoir vu tant de leurs petites attaques échouer, il semble que certains des commandants russes restant dans la région aient finalement décidé d'essayer quelque chose de différent. Les cartes en direct du conflit montrent un mouvement inhabituel et inattendu des forces russes, au nord de Pokrovsk. Les 5e, 9e, 110e et 132e brigades de fusiliers motorisés sont stationnées près de Fedorivka et Zatichok. Certaines unités avancent vers le nord, d'autres se concentrent à l'ouest vers Dobropila. Des unités des 4 brigades citées ont pris plusieurs villages à l'est de la ville ces 2 dernières semaines, et de nombreux médias ont signalé une percée russe dans la région. Cela pourrait être la manière pour la Russie d'encercler efficacement Pokrovsk, de couper les lignes d'approvisionnement des forces ukrainiennes dans la région et d'empêcher l'arrivée de tout renfort, avant de passer à l'assaut de la ville. Cependant, une fois de plus, il semble que les tactiques de l'équinte de la Russie aient échoué. Les forces du pays ont capturé de petits villages. Leurs tentatives de prendre Dobropilya se sont jusqu'à présent révélées infructueuses. Et alors que des rapports contradictoires émergent de la région, le lieutenant-colonel ukrainien Viktor Treibov a rétabli la vérité dans un message télégramme sur la chaîne Stratcom des forces armées. Ces dernières 24 heures, plusieurs médias ont évoqué une supposée percée des troupes russes sur une ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Ces informations ne sont pas fiables et ne reflètent d'abord pas les faits au réel. Les Russes ont utilisé l'infiltration par petits groupes au-delà de la première ligne de défense, perdant de nombreux hommes près de Dobropilya. Un groupe ennemi a contourné nos positions pour se cacher à l'arrière, mais les forces de défense repoussent ces tentatives. Une situation similaire s'est produite il y a une semaine, avec le passage d'un petit groupe de sabotage et de reconnaissance à Pokrovsk, ce qui ne s'est pas terminé avec succès pour l'ennemi. À Dobropilya comme à Pokrovsk, les Russes envoient sans cesse de petites unités d'assaut faibles, sans grand résultat. Ils espèrent faire passer assez de soldats, les déguiser en locaux ou en soldats ukrainiens, puis lancer une attaque surprise de l'intérieur. Mais l'Ukraine semble bien consciente des plans de l'ennemi. Elle garde toujours une avance, repoussant les assauts des petits groupes et débusquant les Russes cachés parmi eux. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a également réagi au mouvement russe dans la région de Dobropilya.
Dans une vidéo à la Nation et au Monde, il a déclaré « Aujourd'hui, nos militaires ont rapporté sur la ligne de front, notamment vers Dobropilia-Pokrovsk. Des mesures ont été prises là-bas pour corriger la situation. Et je suis reconnaissant à chaque unité et à chacun de nos soldats qui, en ce moment, détruisent l'occupant. » Zelensky, ainsi que divers analystes, experts et sources médiatiques, a également souligné l'importance du moment choisi pour la dernière offensive de la Russie. Quelques jours auparavant, le président russe, Vladimir Poutine, doit s'entretenir avec le président américain Donald Trump lors du sommet Russie-États-Unis-Alaska 2025. Zelensky a remercié les dirigeants européens pour leur soutien à l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dans un message du 12 août. Et c'est précisément une telle approche active de la diplomatie qui peut aider à mettre fin à cette guerre par une paix digne. En effet, nous soutenons tous la détermination du président Trump, et ensemble, nous devons façonner des positions qui n'autoriseront pas la Russie à tromper le monde une fois de plus. Nous voyons que l'armée russe ne se prépare pas à mettre fin à la guerre. Au contraire, elle effectue des mouvements qui indiquent des préparatifs pour de nouvelles opérations offensives. Dans ces circonstances, il est essentiel de préserver l'unité du monde. Les questions liées à la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe sont discutées par nous tous ensemble. Toute décision doit renforcer nos capacités de sécurité communes. Et si la Russie refuse de mettre fin aux tueries, elle doit être tenue responsable. Tant qu'ils poursuivent la guerre d'occupation, nous devons tous maintenir la pression. Force, sanctions, diplomatie. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la paix par la force. Le même jour, Zelensky a affirmé aux journalistes en Ukraine que les Russes cherchaient désespérément à progresser pour renforcer la position de Poutine lors des négociations. Des groupes de Russes sans équipement ont avancé d'environ 10 km à plusieurs endroits. Certains ont été repérés, partiellement détruits ou capturés. Nous en trouverons et en détruirons d'autres dans un avenir proche. Notre tâche est claire. D'ici le 15 août, il faut instaurer un contexte médiatique, surtout aux États-Unis, suggérant que la Russie avance et que l'Ukraine recule. Mercredi, Trump et Zelensky ont participé à un sommet virtuel avec divers dirigeants et responsables européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre néerlandais Dick Schoof. Le sommet semblait bien se passer, Macron affirmant que Trump avait clairement exprimé la volonté des États-Unis d'obtenir un cessez-le-feu lors de la réunion en Alaska. Le président américain s'est également montré franc dans son évaluation de la situation, lançant un avertissement sévère à Poutine et suggérant que les États-Unis imposeraient des conséquences très graves à la Russie si Poutine refusait de conclure un accord de cessez-le-feu. Trump a aussi dit vouloir profiter de sa première rencontre avec Poutine pour organiser une seconde réunion avec Zelensky, affirmant qu'une seconde réunion, probablement plus productive, est très probable. Le président américain ne souhaite plus traiter avec Poutine, si ce dernier reste évasif et peu coopératif, selon Trump. Il était possible qu'il n'y ait pas de seconde réunion si je le ressens ainsi. Ce n'est pas approprié car je n'ai pas eu les réponses nécessaires, donc pas de seconde réunion. Zelensky, lors d'une récente conférence de presse avec Friedrich Merz, a déclaré que Poutine bluffait en faisant croire qu'il voulait la paix, affirmant que la Russie tente de se présenter comme capable d'occuper toute l'Ukraine. C'est sûrement ce qu'ils veulent. Il a poursuivi en disant qu'il y avait peu d'intérêt à organiser des discussions sur l'Ukraine, sans la participation de l'Ukraine, avant d'énumérer une série de revendications. Il a soutenu que des discussions trilatérales doivent avoir lieu, et qu'un accord de cessez-le-feu doit être conclu avec des garanties de sécurité, des garanties véritablement fiables pour l'avenir de l'Ukraine. Il souhaite également que tout accord éventuel stipule que la Russie ne sera pas autorisée à bloquer la voie de l'Ukraine vers l'adhésion à des alliances comme l'OTAN ou l'Union européenne à l'avenir. Il a ajouté que les sanctions contre la Russie devraient être renforcées si Poutine refuse encore de cesser les combats. En résumé, il a déclaré « Ce sont des principes efficaces. Il est important qu'ils fonctionnent. » Pour l'instant, le monde observe et attend de voir ce qui ressortira des discussions entre Trump et Poutine. Et tandis que beaucoup espèrent un cessez-le-feu et la fin de l'effusion de sang, les actions de la Russie sur les lignes de front offrent peu de raisons d'espérer ou d'être optimistes. Le Kremlin intensifie la pression sur l'Ukraine, devenant plus agressif et chaotique. Disperser ses forces,
capturer des villages, encercler les grandes villes et gagner du terrain pour peser lors des négociations fait depuis longtemps partie de la stratégie de Poutine. Plus tôt cette année, lors des négociations d'Istanbul, la Russie a intensifié ses attaques contre l'Ukraine comme jamais auparavant. Le nombre de victimes civiles a augmenté de 50% par rapport au mois précédent, avec plus de 900 blessés et plus de 160 morts. Le mois d'avril a été encore pire, avec plus de 200 civils tués et plus de 1100 blessés. Les derniers mois ont été encore plus agressifs. En juin, 232 civils ont été tués et 1343 blessés, un record, en 3 ans, alors que la Russie a accru ses frappes de drones et missiles sur de nombreuses villes et localités. Daniel Bell, chef de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies en Ukraine, affirme que les civils ukrainiens subissent une souffrance inédite depuis 3 ans. La recrudescence des frappes de missiles et de drones à longue portée à travers le pays a apporté encore plus de morts et de destruction parmi les civils loin du front. Le mois de juillet a été encore pire. Non seulement il a établi un nouveau record d'attaques de drones, avec plus de 6000 au total, mais il a également fait grimper le nombre de victimes civiles, avec 286 morts et 1388 blessés dans 18 des 24 régions du pays. Encore une fois, Daniel Bell a été contraint de dresser un tableau sombre de la situation pour les innocents d'Ukraine. Pour le 2e mois d'affilée, le nombre de victimes civiles en Ukraine atteint un record en 3 ans. Seuls les 3 premiers mois, après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, ont compté plus de morts et blessés que le mois dernier. Elle a ajouté « Que vous soyez à l'hôpital, en prison, chez vous, au travail, proche ou loin du front, si vous êtes en Ukraine aujourd'hui, vous risquez d'être tué ou blessé par la guerre. Le risque étant nettement plus élevé que l'année dernière, et il continue d'augmenter. » Le nombre de victimes est effrayant à lire et démontre à quel point le Kremlin reste impitoyable et sans cœur dans ce conflit. Possédé par sa quête de pouvoir, Poutine est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, peu importe le nombre de vies que cela coûte. Les faits sont clairs, l'Ukraine se défend noblement et la Russie ne prend pas ses grandes villes. Elle doit avancer et gagner du terrain. Et la guerre reste dans une impasse, sans aucun signe de changement imminent. Et à cause de cela, Poutine n'est pas dans la position de force qu'il souhaiterait pour négocier. Il ne peut pas simplement exiger que l'Ukraine lui remette des régions entières et d'immenses portions de territoire. Et il pourrait bientôt faire face à des conséquences encore plus graves de ses actes, si les discussions avec Trump n'aboutissent pas. Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour Poutine actuellement. Regardez notre vidéo pour découvrir un possible coup d'État contre le Kremlin par des officiers militaires mécontents, ou profitez de notre analyse des récents désastres de la marine russe. Abonnez-vous à Channel 2 pour suivre l'actualité du conflit Russie-Ukraine, au fur et à mesure qu'il se produise.